De son vivant, c'était un Premier ministre sans pouvoir. Après sa mort, Patrice Lumumba est devenu un mythe, le sauveur assassiné de l'Afrique. Un corps d'une personne importante, tout ce qu'on fait pour ça. Et ici, j'ai le reste d'une personne historique très importante. Les voilà. Et c'est tombé ou vous l'avez arraché? Arraché. Il avait une denture, une très bonne denture. Oui, voilà. C'est couvert avec de l'or hein, derrière. Donc un dentiste, c'est identifié ça. Hein. Il m'a déjà fait jurer beaucoup à ce Lumumba, il me fait encore jurer maintenant. Qu'est-ce qu'il vous a fait jurer? Lumumba? Oui. Réfléchissez qu'on vient de vous dire on a tué Lumumba et maintenant vous devez le faire disparaître. Dans un pays qui n'est pas le vôtre. Ah. Oh. Vous voulez un couteau? Allez, Patrice, voilà ce qui reste de toi. Comment et surtout pourquoi Patrice Lumumba a-t-il été assassiné il y a 40 ans? Une question à laquelle devrait pouvoir répondre Jacques Brassine, diplomate belge et fonctionnaire colonial. Il était dangereux dans ce sens pour nous qu'il n'était pas susceptible, disons, d'être ouvert à des solutions parfois que nous aurions aimé voir réalisées. Louis Marlière, colonel des services secrets belges, a lui aussi joué un rôle clé dans la chute de l'homme politique congolais. Il vit aujourd'hui à Spa, en Belgique. Lumumba a choisi le mauvais camp. Hein. Et bien sûr, il était plus ou moins communiste. Enfin, hein. Il a choisi le camp plutôt des Russes que de l'Occident. En Virginie, nous rencontrons Larry Devlin, un agent de la CIA, chargé à l'époque par le gouvernement américain d'assassiner Patrice Lumumba. Lumumba représentait un danger pour le Congo et pour le reste du monde, dans la mesure où il permettait aux Soviétiques de prendre le pouvoir au Congo. 40 ans plus tard, le pays sur le Grand Fleuve est un État à l'économie ruinée et déchiré par la guerre civile. L'actuelle ministre congolaise de la Culture est la fille de l'ancien Premier ministre Lumumba. Lumumba est devenu le symbole du nationalisme de ce pays. Il est devenu le symbole de la lutte pour l'indépendance. Donc, et comme il a eu aussi une mort tragique, hein, pour ses idéaux, pour se sacrifier, aller jusqu'au bout, je crois que c'est ça qui reste. La résidence de Lumumba à Kinshasa, ex-Léopoldville. En 1960, année de l'indépendance du Congo, le monde entier a le regard rivé sur cette ville-là où se joue la politique mondiale. Patrice Lumumba est le premier homme à occuper les fonctions de Premier ministre. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Nous devons compter sur l'apport des capitaux. L'espace d'un été, le Congo fait la une des journaux. 200 jours plus tard, tout est fini. Roland, le fils cadet de Lumumba, avait à peine 3 ans quand il a vu son père pour la dernière fois. Il faut savoir qui exactement qui a fait, pourquoi, comment. On a droit à ça. Le truc qu'on faisait, c'était grand, hein? La machine à écrire de Lumumba, un souvenir conservé par son seul ami belge. Jean van Lierde est un chrétien rebelle et un fervent combattant du militarisme et du colonialisme. Il tente en vain de jouer les intermédiaires entre Lumumba et le gouvernement belge. Et Patrice était tellement un homme libre que pour les gens, c'était tellement original de voir un nègre qui léchait pas les pieds des hommes coloniaux et des colons et des autres, que instinctivement il devenait comme une menace. Et c'est ça, cette liberté-là, qui a fait de lui, finalement, une espèce de météore qui passe dans le ciel
et puis qui disparaît très vite. Le cœur des ténèbres. C'est ainsi que les premiers explorateurs européens surnomment le Congo. En 1955, lors de la visite du roi Baudouin, le monde colonial semble encore intact. Mais les 80 années de domination belge ont coûté la vie à plusieurs millions de Congolais. Dans ce film d'actualité, on aperçoit Patrice Lumumba à l'arrière-plan. En l'espace de 5 ans, cet employé des postes inconnus devient le chef d'un mouvement d'indépendance que rien ne pourra plus arrêter. L'objectif que nous poursuivons, c'est la libération du Congo du régime colonialiste. C'est l'émancipation totale du pays. Nous sommes certains que nous saurons très bien marcher, parce que cette indépendance du Congo ne signifie pas chasser les Belges du Congo ou nous séparer de la Belgique. Mais au contraire, nous voulons constituer un gouvernement souverain, où chacun aura sa place, où les Congolais et les Belges pourront travailler main dans la main au service de la nation congolaise. À la surprise générale, le parti de Lumumba, le mouvement national congolais, remporte les premières élections libres. Les Belges lui cèdent le pouvoir à contre-cœur. Nous avons l'honneur de présenter devant le Parlement du Congo les premiers gouvernements congolais constitués comme suit. Premier ministre et ministre de la Défense nationale, c'est votre serviteur Lumumba. La cérémonie d'accession à l'indépendance est le théâtre d'un premier scandale. Messieurs, l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Le roi Baudouin fait un discours dans lequel il magnifie le rôle de la Belgique et il dit tout ce que la Belgique a apporté au Congo. Et il dit aussi qu'on est arrivé à un moment où la Belgique décide de donner l'indépendance au Congo, qu'il est venu pour ça, et c'est très bien. Ça, c'est un discours, disons, que je dirais, classique dans les circonstances. Kasavubu fait un discours. Et pendant que ces deux parlent, je vois encore Patrice corriger un texte. Il corrigeait encore un texte. Le discours de Lumumba n'était pas prévu. Donc, la presse internationale est là, tout d'un coup il se lève, il va à la tribune, il prononce un discours. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ça, c'est vraiment le moment de ce fameux discours du 30 juin 1960. Beaucoup de gens alors ont dit il a signé son arrêt de mort avec ce discours, puisque le gouvernement belge alors, qui ne voulait pas de lui, pas seulement à cause du discours du 30 juin, mais parce qu'il était Patrice Lumumba et que ça ne coïncidait pas avec l'espérance des Belges, ni avec celle des Américains, ni avec celle, enfin, de beaucoup de gens du monde des affaires. 5 jours après la proclamation de l'État, une révolte éclate au sein de l'armée. Les soldats noirs se rebellent contre les officiers belges qui refusent de quitter leurs fonctions. La crise du Congo fait la une de la presse mondiale. Au Katanga, une province riche en cuivre, l'opposant de Patrice Lumumba, Moïse Tshombe, appelle les Belges à la rescousse pour désarmer ses propres troupes. 10 jours après leur départ, les soldats coloniaux retournent en triomphe dans l'ancienne colonie. René Smale, officier des services secrets militaires, est envoyé au Katanga. S'il n'y avait pas eu le courage de ces quelques officiers et sous-officiers belges pour maintenir, pour empêcher les Noirs, c'était le déferlement sur la ville et là, ça pouvait faire quelque chose d'épouvantable. Le Katanga fait sécession. Moïse Tshombe, politicien talentueux, surnommé Monsieur Tiroir-Caisse, se proclame président de la province sécessionniste avec la bénédiction de la Belgique.
À Illevametville, il y avait surtout alors des intérêts financiers très importants. Vous aviez l'union minière là-bas. Et là, évidemment, c'est sûr que les milieux financiers belges avaient aussi envie de conserver l'union minière. Parmi les principaux chefs de la province sécessionniste figure le ministre des Finances, Jean-Baptiste Kiboué. Dès que nous avons pris la boutique, l'union minière exportait toujours le cuivre et les recettes du cuivre étaient versées à la Banque nationale katangaise. Le chef de cabinet de Moïse Tchombé est le juriste belge Jacques Barteloup. L'union minière payait ses taxes, ses redevances, ses impôts au gouvernement katangais et plus à Léopoldville. Donc les Katangais avaient de l'argent en suffisance. Et ce qui leur a permis d'équiper leur gendarmerie katangaise, d'acheter des armes, d'acheter des blindés. Là, il y avait des marchands d'armes qui venaient tout le temps chez Tchombé. Engagés pour défendre le monde libre au cœur de l'Afrique, les mercenaires de Tchombé sont rapidement surnommés les Affreux. À Léopoldville, la capitale du Congo, c'est la colère et la déception. Le drapeau de l'ambassade belge est affalé et l'ambassadeur de l'ancienne puissance coloniale renvoyé en Belgique. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Patrice Lumumba a demandé l'envoi de troupes américaines pour expulser les Belges. Il a rencontré l'ambassadeur américain Claire Timberlake. Mais pour ce dernier, l'arrivée de troupes américaines risquait de provoquer la mobilisation de l'armée russe. Et il a conseillé à Lumumba de s'adresser aux Nations Unies. Il s'ensuit une mascarade de grande envergure. Des avions américains sont repeints en toute hâte pour transporter des casques bleus au Congo. Lumumba et son gouvernement ont fait appel aux soldats de la paix pour qu'ils mettent un terme à la sécession du Katanga. Mais les Nations Unies n'interviennent pas auprès de Tchombé ni dans la province séparatiste. Le conseiller militaire de Dakamarkjold, le général indien Indar Riquier, est dépêché au Congo. Monsieur Lumumba, Monsieur Kasavubu et les chefs des différents mouvements du Congo avaient une idée complètement fausse de ce que les Nations Unies devaient y faire. Alors que la population célèbre l'arrivée des casques bleus au Congo, le président du Conseil des ministres soviétiques, Nikita Khrouchtchev, propose à son homologue congolais l'aide de l'armée rouge. Lumumba utilise l'offre soviétique pour faire pression sur les Américains. Il se rend aux États-Unis sans invitation officielle pour solliciter l'aide des Américains contre l'intervention belge. Mais le Premier ministre de la jungle, comme le surnomme avec mépris la presse américaine, n'est pas reçu par le président américain. J'adresse au peuple américain tout entier le sentiment d'amitié du peuple congolais qui compte beaucoup sur vous. Nous voulons que vous nous compreniez et que vous nous aidiez. Et que demain, quand vous viendrez chez nous, les techniciens et les professeurs, vous allez trouver au Congo un peuple ami et un peuple frère. Le succès international de la sécession du Katanga conduit à la sécession d'une autre province, une région riche en diamants, le Sud-Kasaï. Lumumba décide de s'opposer à l'éclatement du Congo sans l'aide de l'Occident. Il envisage une offensive militaire, mais il est confronté à un problème majeur. Comment transporter les troupes sur la ligne de front située à 1000 km de la capitale? Comme on ne lui avait pas donné d'avion, il a accepté ceux des soviétiques. L'opération militaire est une réussite, mais Patrice Lumumba vient de signer son deuxième arrêt de mort, cette fois du côté américain. The United States deplores the unilateral action of the Soviet Union in supplying aircraft and other equipment for military purposes to the Congo.
thereby aggravating an already serious situation which finds Africans killing other Africans. Vous étiez en contact avec les Américains? Oui. Ouais. Enfin, mon contact était Devlin, Larry Devlin. Ouais. On s'entendait bien et on a fait certaines choses ensemble, mais simplement. Mais les Américains, je crois, voulaient liquider le Lumumba. Oui, le colonel Marlière faisait partie des services spéciaux belges. C'était un officier très respecté. Non, on s'est mis d'accord un jour avec des gens de chez nous pour mettre des écouteurs dans les bureaux de Lumumba. Ce sont les Américains qui ont fourni le matériel et ce sont des Belges qui ont placé, qui ont fait ça, oui. Alors on captait toutes les conversations téléphoniques de Lumumba. Ça a rapporté quelque chose? On savait en général ce qu'il faisait, ce qu'il disait.